Rodolphe Bonas, bonsoir, président d'Astrid Retail Technologies. On a 2 minutes pour s'ambiancer, comme on dit, sur les thèmes qu'on va aborder ce soir. L'inflation, d'un mot. Bon, petite accalmie, ça va pas durer, on est d'accord. Bah oui, pas durer, ça va pas durer, Guillaume. Mais en effet, la vraie question qu'on va se poser, c'est savoir jusqu'où ça va aller et surtout, la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de rester les bons élèves de la zone euro, finalement, sur cette inflation? Parce que c'est ce qu'on nous raconte tous les jours, en disant, vous savez, on a une inflation, mais on est les moins mauvais. Est-ce qu'on va réussir grâce au bouclier tarifaire? Exactement, grâce à ce fameux bouclier tarifaire. Donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut rester les bons élèves de l'Europe. Nathalie, rentrée scolaire demain, pas un enseignant à terme à moins de 2 000 €. C'est pas une fin en soi, la rémunération, pour revaloriser les carrières des enseignants, hein, rassurez-nous. Hein, oui, ce n'est pas la seule, effectivement, aujourd'hui, c'est pas la seule motivation, mais il est vrai que depuis qu'on recrute à Bac+5 dans un monde des possibles infini pour des élèves des étudiants qui ont terminé un cycle, il faut en fait pouvoir les satisfaire avec autre chose, et notamment quand on sait que dans les carrières d'enseignants en matière de primaire, on n'est pas choisi par le chef d'établissement. En fait, on ne maîtrise rien dans sa carrière. Il me semble effectivement que c'est un peu court. Alexis Damon, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que nous lègue Mikhail Gorbatchev pour vous? C'est à la fois une page d'histoire qui se tourne, Guillaume, et en même temps c'est un roman qui nous explique beaucoup de la Russie d'aujourd'hui. Et donc revisiter les années Gorbatchev, c'est revisiter nos propres existences, en tout cas pour une génération qui a connu la fin de l'URSS, mais ça nous dit aussi beaucoup sur la situation de la Russie aujourd'hui et sur certaines attitudes, certains comportements et même sur la vie géopolitique du pays. Il est beau notre programme du soir. Voilà Audrey, on se retrouve dans 2 minutes avec nos débatteurs pour le grand débat. À tout de suite. L'info écho. 18h31 sur BFM Business. Pardon pour le retard. C'est Faiza Younzi qui nous donne les grands titres de l'actualité. Bonsoir Faiza. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Elisabeth Borne doit prendre la parole d'une minute à l'autre à l'issue du séminaire gouvernemental de cette rentrée. Emmanuel Macron a réuni tout son gouvernement pour le mobiliser sur l'urgence climatique. Un séminaire exceptionnel sur fond de crise énergétique. Nous y reviendrons dans le détail dans le prochain journal. L'inflation accélère et bat de nouveaux records en zone euro, plus 9,1% au mois d'août sur un an. Une hausse plus élevée que prévu. La pression monte d'un cran sur la Banque centrale européenne qui devrait relever ses taux au mois de septembre. En revanche, en France, l'inflation ralentit à 5,8% en août après plus 6,1% en juillet. Un léger fléchissement qui est dû au ralentissement des prix de l'énergie. Les prix des produits alimentaires continuent de flamber. L'autre titre de l'actualité, c'est Gazprom qui suspend comme prévu ses exportations vers l'Europe via Nord Stream jusqu'à samedi, officiellement pour des raisons de maintenance, mais ces travaux sont contestés par Berlin. Les conséquences inattendues de cette flambée des coûts de l'énergie, les musées de Strasbourg vont fermer 2 jours par semaine au lieu d'1. C'est l'une des mesures drastiques qui a été choisie par la mairie pour essayer d'alléger ses dépenses énergétiques. Air France et Certares choisis par le gouvernement italien pour négocier le rachat d'ITA, l'ex-Alitalia. Le partenaire d'Air France, le fonds dédié au tourisme, met 600 millions d'euros sur la table pour reprendre 56% de l'ancienne compagnie nationale italienne. Alors pour l'instant, Air France ne va pas investir dans le capital d'ITA, mais envisage de le faire à moyen terme. On poursuit avec les touristes qui font leur retour à Paris cet été. Ils ont été 12,5 millions à venir dans la capitale et sa région. La fréquentation se rapproche désormais de son niveau de 2019. Au premier semestre, les recettes du secteur, 7 milliards d'euros, restaient malgré tout en retrait de 30% par rapport à leur niveau d'avant-crise. Un mot de football, le club de l'AC Milan change de main. Le fonds Redbird s'en embarque pour 1,2 milliard d'euros. Il était la propriété d'un autre fonds américain, Elliott Management, depuis 4 ans. On jette un œil sur les marchés. 4e séance de baisse pour le CAC 40. Il perd 1,4% à la clôture à 6125 points. Merci beaucoup Faiza. On vous retrouve à 19h30 bien sûr pour faire un nouveau point sur l'actualité. 18h33. Ma chère Audrey, c'est l'heure du débat. C'est parti. Good Evening Business. Le débat. Avec Audrey Tcherkov, donc comme tous les soirs, avec Rodolphe Bonas, le président d'Astrid Retail Technologies, avec Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School, et puis Alexis Karklins-Marché, associé du cabinet 8 Advisory. Oui, ce chiffre d'inflation, donc petite accalmie, Audrey, c'est la question qu'on pose depuis ce matin, 5,8%, une bonne nouvelle. Temporaire ou pas? Alors, elle va peut-être pas durer, mais enfin, on peut quand même s'en réjouir, Rodolphe. Bah oui, on peut s'en réjouir parce qu'on voit qu'elle est un peu à contre-courant de la zone euro. Hein, on l'a dit tout à l'heure, dans les titres, on a bien vu qu'on est à plus 9,1 alors que nous, on est à 5,8. On est bien les bons élèves de la zone euro et on voit que tout le dispositif, finalement,
j'allais dire à la fois gouvernementale, mais aussi structurelle de la France joue à plein, c'est-à-dire les fameux amortisseurs qui accompagnent le système. La vraie question quand même, c'est que ça y est, on est installé dans une inflation qui est durable, puisqu'elle a démarré en début d'année. Ce qu'on peut constater, c'est qu'elle ne s'emballe pas. C'est-à-dire qu'elle reste encore maîtrisée et contrôlée. Parce que bouclier aussi. Oui, parce que bouclier, mais même sur la zone euro. C'est-à-dire qu'elle reste contenue. Si vous prenez un certain nombre de pays, on en parlera sans doute peut-être tout à l'heure en parlant de la Russie. On a une inflation qui est galopante en Russie ou en Turquie, où là, on a des 30-40% d'inflation par mois. Donc c'est absolument incontrôlable. Donc là, on voit bien que la zone euro fait son travail pour contrôler ce dispositif inflationniste, pour considérer finalement que nous sommes un peu victimes d'une pression extérieure et qu'on arrive à contrôler nos marchés intérieurs. C'est comme ça qu'on arrive à réguler cette inflation. Alors, mais cette bonne nouvelle de cette pause de l'inflation, elle s'accompagne aussi avec un regain de confiance des ménages. Et par ailleurs, l'INSEE a aussi publié aujourd'hui les résultats du PIB. Donc, on voit... Confirmation à 0,5. Voilà, exactement. 0,5% d'augmentation au printemps. Bon. Pareil, bonne nouvelle. Alors, j'aurais pas été l'oiseau de mauvais augure. Mais effectivement, il y a quand même une anticipation de remontée de l'inflation, y compris en France, dans les prochains mois, ça a été dit. Alors jusqu'à où on verra bien, on est plutôt les bons élèves parce que pour l'instant, c'est le contribuable qui finance, il faut quand même le dire, il faut le rappeler. Et donc ces boucliers tarifaires ont évidemment un avantage. Ils ont d'ailleurs un avantage important pour les entreprises, c'est que ça diminue la pression sur les négociations salariales. Absolument. Qui serait de nature à amplifier finalement l'inflation, parce que non seulement le prix de l'énergie augmente, mais aussi si demain les salaires devaient augmenter dans des proportions plus ou moins équivalentes, on aurait une pression sur les marges des entreprises. Donc ça a plutôt un effet bénéfique. Pourquoi il faut raison garder ? Parce que effectivement, nous sommes peut-être les bons élèves, mais il y a un environnement européen, nous en sommes très dépendants, qui est beaucoup plus touché que la France en direct. Les Pays-Bas, 13% d'inflation. 13,6. Plus de 13%. On attend au Royaume-Uni, pour la fin d'année, autour de 15, peut-être 20%. Vous entendez ce que disent certaines banques américaines, disent 18-20% d'inflation. Voilà, on est sur des niveaux qui sont... Et la partie orientale de l'Europe, celle qui est la plus proche de la Russie et qui était très dépendante du gaz russe, elle est aussi, les pays comme l'Estonie, comme la Lettonie, comme la Lituanie, la Pologne aussi, sont des pays qui sont exposés à des inflations plus importantes. Donc, de toute façon, on va aller vers un environnement complexe, avec deux petits effets quand même à citer très rapidement. D'une part, une remontée des taux d'intérêt. On l'observe depuis le début de l'année. On a marqué une pause au mois de juillet par rapport au niveau atteint en juin, et en fait ça repart très très fortement. Qui dit des taux, l'OAT 10 ans est à plus de 2% à nouveau. En cette rentrée, on était à 0% il y a un an. Oui. D'accord. Donc voilà, c'est pour montrer vraiment l'impact, et ça c'est un impact sur le crédit, et puis les salaires, il risque quand même à un moment d'y avoir des formes de pression sur les salaires dans les entreprises. Alors, concernant ces prix de l'énergie qui alimentent en grande partie l'inflation, évidemment, même si on voit que la composante énergie a un petit peu baissé, mais il y a ce débat. Je vais avoir votre point de vue sur ce débat qui monte enfin. Bruxelles qui semble vouloir enfin s'atteler à cette réforme du marché de l'électricité, de méthode de fixation des prix de l'électricité. Ça fait un an que la France porte ce combat, Nathalie. C'est seulement maintenant que Ursula von der Leyen dit on va s'en saisir finalement. Qu'est-ce qui fait que depuis un an, finalement, on n'avance pas sur ce dossier qui empoisonne tout le monde ? Le dossier de l'électricité, c'est un dossier compliqué puisque la particularité du marché de l'électricité, c'est qu'en fait, elle ne se transporte pas. Donc, elle ne se stocke pas. C'est ça. Donc, comme elle ne se stocke pas, effectivement, quand il y a des pics, il faut en fait inciter à ce qu'il y ait toujours une source d'énergie. Et c'est pour cela qu'en fait, on tarifie au coût marginal de la source qui est la plus coûteuse, pour en fait garder cette incitation pour que l'électricité soit produite quand on en a besoin et qu'il y ait un pic. Donc en fait, c'est compliqué à résoudre. Mais alors donc, est-ce qu'on va enfin arrêter cette folie de l'indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz ? Est-ce qu'on va enfin découpler ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette indexation, elle est intimement liée à l'usage et à l'origine de l'énergie que vous sollicitez. Oui, mais enfin aujourd'hui, on a un marché qui n'est plus tenable, ni pour les ménages, ni pour les familles, ni pour les consommateurs. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus vous allez solliciter une énergie fossile, plus vous allez être indexé sur le prix du gaz, et donc plus vous serez soumis à des aléas qui sont extérieurs. Plus on va aller vers des énergies qui sont des énergies renouvelables, et à partir de ce moment-là, durables, et à partir de ce moment-là, on va arriver à se décorréler de cette indexation du prix du gaz. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, pourquoi ça a été si compliqué
compliqué de s'attaquer à ce dispositif du marché de l'électricité en Europe. Pour bien expliquer, c'est l'immense hétérogénéité des politiques énergétiques des pays européens. C'est quand même fou. Ne serait-ce que déjà la France et l'Allemagne sont pas sur la même longueur d'onde. Qui veut sortir qui sort du nucléaire. Quand on imagine que les deux grands tracteurs finalement de l'Europe ont des politiques énergétiques aussi radicalement différentes, on peut comprendre qu'en effet c'est un dispositif très compliqué à harmoniser. Mais surtout que ce dispositif, et ça on en parle très peu, c'est que en France en tout cas, il nous permet pas de bénéficier des bas coûts du nucléaire. Non, puisque c'est complètement hallucinant. Oui, mais c'est pour éviter, comme je l'ai dit à l'origine, c'est la source la plus coûteuse pour s'assurer en continu de pouvoir obtenir de l'électricité. Donc comme la source la plus coûteuse, c'est l'énergie pour le moment. Le gaz. Voilà, c'est le gaz. Eh bien, exactement. on n'a pas d'autre choix. Et pour bien expliquer, c'est-à-dire que même si on est des très gros producteurs d'une énergie nucléaire, comme on fait encore appel à des énergies carbonées parce qu'on n'a pas de choix, parce qu'on n'en produit pas assez, j'allais dire, par nous-mêmes, on n'est pas autonome, et bien hop, automatiquement, c'est la règle que vous venez d'expliquer qui s'applique, et donc du coup, on le paye très cher. Que ce qui se passe autour du gaz, surtout, ne dispense pas d'avoir en tête que nous vivons en fait une double crise, qui est une crise gazière, mais une crise électrique du fait de l'état de délabrement de notre parc nucléaire. Qui joue, évidemment. Sur certains dossiers, elle a bon dos, la guerre en Ukraine, dans cette histoire. C'est absolument vrai, Guillaume. Elle révèle en fait des problèmes. Oui, Alexis, c'est absolument vrai. Il y a effectivement l'aspect français quand on a aujourd'hui 32 réacteurs sur 56, je crois, qui sont à l'arrêt. Donc, on est sur des proportions très importantes. Vous avez en plus un phénomène de spéculation parce que, comme le disait Nathalie, comme l'électricité ne se stocke pas, eh bien, vous avez déjà les entreprises qui anticipent et les acheteurs qui anticipent des achats sur les mois qui viennent à des prix très très élevés. Et donc ça contribue à remonter encore les prix. Donc vous avez un mécanisme qui pousse les prix à la hausse. On est aujourd'hui sur des prix d'achat d'électricité qui sont quasiment 10 fois supérieurs à ceux qui étaient il y a un an en France. Voilà, 10 fois. Donc ça veut dire évidemment que ça va se répercuter sur l'ensemble de la chaîne économique. Et donc derrière, il y a un certain nombre de mesures qui vont être prises. En tout cas, il y en a deux. Une à court terme, peut-être de mettre un plafond, en tout cas c'est ce qui est imaginé au niveau européen, mettre un plafond sur le prix d'achat, les prix de gros d'électricité, et puis ce fameux découplage qui va prendre du temps parce que les systèmes sont interconnectés mais tous différents, et donc ça peut prendre du temps. On imagine que ça pourrait se mettre en place sur le début 2023, l'hiver et sera passé avant, et donc là il va y avoir beaucoup de tensions. Une grosse minute avant de marquer la pub. Quand vous entendez Bruno Le Maire nous répéter jour après jour que le pic de l'inflation c'est pour la fin de l'année, que l'inflation c'est pas un peu gonflé, pas gonflé mais un peu risqué tout du moins. Enfin, je veux dire, il rassure les foules. Non, mais Bruno Le Maire, vous prenez pas ce genre de pari comme ça. Enfin, vous avez des assurances quand même quand vous. Il a deux leitmotifs, c'est de dire que l'inflation va arriver à un pic et que la croissance va se maintenir à 2,5%. Alors, quand on voit en effet les chiffres de l'INSEE sur le mois de juillet et que on voit cette inflation quand même si on maîtrise mieux les choses, mais elle continue à avancer et on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que le 31 décembre à minuit, elle va s'arrêter d'un claquement de doigts. Donc mécaniquement, on imagine bien quand même que la situation. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'inflation, elle a démarré sur une logique pénurique. Et aujourd'hui, elle est installée dans une logique économique. C'est-à-dire que c'est la croissance économique mondiale qui, dans certaines situations, qui finit par fabriquer de l'inflation. Donc là, la croissance économique mondiale, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe aux États-Unis, est moins contrôlé par Bruno Le Maire. Les prix à la production, en plus, indiquent en effet que c'est pas la fin, puisque si vous regardez les prix à la production, ce qui est un indicateur avancé, vous prenez l'Espagne qui a plus de 40% comme l'Italie, vous avez la Belgique à plus de 50%, et d'ailleurs, effectivement, la France est plus basse, elle est vers les 27%, et le Royaume-Uni n'est pas si élevé, donc ça pourrait peut-être augurer pour eux, même si c'est élevé, mais que c'est peut-être la fin d'être élevé. Audrey. Mais en même temps, est-ce qu'il n'est pas complètement dans son rôle, Bruno Le Maire, parce que on en a ras-le-bol des discours anxiogènes. C'est vrai, c'est absolument vrai. Qui ont un impact par ailleurs dramatique sur justement la confiance des ménages, des entreprises, etc. C'est vrai, Audrey, en un mot, il y a déjà un message politique qui est envoyé qui dit nous avons l'économie sous contrôle, nous savons ce que nous faisons et ça va s'arrêter, donc pas trop de pression sur les salaires. C'est une façon indirecte de dire attention aux marges des entreprises et attention à la désorganisation de l'économie. Derrière, c'est aussi une façon de démontrer un certain activisme, un dynamisme économique, voilà, le pouvoir agit. La réalité, on vient de la rappeler, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes mondiaux. Le prix de l'énergie, les goulets d'étranglement, ce sont des facteurs qui jouent à la hausse sur la pression des prix. Il y a des vents contraires. On marque une pause, 18h44. On se retrouve dans un instant. Deux beaux sujets dans un instant, Audrey, à voir avec l'éducation. L'éducation, voilà. Comment véritablement revaloriser la carrière d'enseignant. Et puis, Mikhail Gorbatchev, quel héritage nous laisse Mikhail Gorbatchev, l'instigateur de. Il est décédé aujourd'hui, donc à 91 ans. Perestroïka, ça veut dire reconstruction. On a redécouvert ça aujourd'hui. À tout de suite. À tout de suite. Good Evening Business, le débat.
18h46, notre débat reprend avec Audrey Tcherkov, avec Alexis Karklins-Marché, avec Nathalie Janson, Rodolphe Bonas. Demain, c'est la rentrée et on voulait donc parler de ce sujet qui monte aussi, revaloriser les carrières des enseignants. Alors, vous savez qu'il y a cet objectif à la rentrée 2023, pas le moindre prof, même débutant, à moins de 2 000 € net. C'est pas une fin en soi, la revalorisation, Audrey, c'est plus large que ça, revaloriser. Est-ce que la revalorisation va répondre à cette crise, à cette pénurie? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on a un vrai problème, puisque pour cette rentrée, on a quand même 4 000 postes qui n'ont pas été pourvus au concours enseignant. Donc, on a ouvert un peu à tous les profils. Donc, aujourd'hui, juste 3 conditions pour postuler. On peut postuler pour être enseignant si on a juste une licence, un casier judiciaire vierge, et puis il faut être aussi mobile au sein du département dans lequel on serait embauché. Donc évidemment, on le sait bien, enseigner, ça ne s'improvise pas. Je ne pense pas que vous accepteriez d'être soigné par une personne qui s'est posé un pansement, ou qui a regardé la série Urgence, par exemple. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça à nos enfants? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que augmenter le salaire, c'est un début de réponse. Est-ce que ça va répondre à la crise de vocation? Je ne sais pas. Nathalie? Alors oui, c'est un vaste sujet et on peut dire que l'éducation nationale n'est pas le roi, c'est pas les rois du marketing dans ce ministère, puisque et pourtant, c'est le plus beau métier du monde. Oui, parce que déjà en 2011, ils ont quand même fait, ils ont comme une idée assez saugrenue qui était celle donc de recruter à bac+5 l'ensemble des enseignants. Et bien évidemment, quand on est au niveau de salaire qu'on a proposé, vous prenez des publics bac+5 qui vont donc avoir un monde infini de possibilités de travail et vous allez leur dire vous allez commencer à moins de 2 000 € par mois, vous ne savez pas où vous allez être, vous n'allez pas être recruté par votre chef d'établissement et c'est pas vous qui faites les programmes. Je ne suis pas certaine qu'effectivement ce soit le meilleur pitch pour avoir des personnes extrêmement motivées. Ça ne veut pas dire que le métier n'attire pas, mais effectivement on a creusé en fait le fossé entre des potentiels intéressés et en fait le niveau de recrutement. Et donc on en arrive à la situation complètement saugrenue où on va aller recruter des gens qui ont effectivement juste une licence et voire même moins, parce qu'on recrute même juste après le bac. Alexis Karklins-Marché. Le débat sur l'éducation et sur les profs est un débat qui est malheureusement trop souvent biaisé en France parce qu'on parle beaucoup des salaires qui sont insuffisants. C'est une réalité. C'est une réalité. Quand on regarde l'évolution du pouvoir d'achat d'un enseignant, il a baissé sur les 15-20 dernières années. Oui, on compare aux Européens. Et puis Alexis, alors si le benchmark par ailleurs c'est l'OCDE, on paye nos enseignants 20% de moins. Et vous avez raison Audrey, et c'est très intéressant à la fois le benchmark OCDE et on a baissé. Le sujet des salaires, et donc on a baissé, et donc le sujet des salaires est un sujet important. En revanche, on s'aperçoit que ce n'est pas le seul sujet, Nathalie vient de l'évoquer, mais ce n'est pas le seul sujet. On a un très bon indicateur, l'Allemagne. L'Allemagne, les enseignants sont très bien payés en Allemagne, sans commune mesure. Il y a un problème d'attractivité aussi dans le... Et c'est ça. Et il y a un deuxième sujet qui est très important, qui est l'attractivité. Qu'est-ce que l'on met derrière l'attractivité? On met la possibilité d'avoir une carrière. On demande aujourd'hui à des jeunes d'être flexibles, d'être capables d'avoir plusieurs métiers dans leur vie, et eux-mêmes ont cette aspiration-là. Quand vous rentrez dans l'éducation nationale, eh bien, il y a un risque que vous soyez enseignant toute votre vie dans une carrière qui est assez difficile à prévoir et qui risque d'être très monolithique. Il y a un problème de rémunération aussi au milieu de carrière au passage. Attention. Et la rémunération continue, le sujet de la rémunération tout au long, mais le sujet de l'évolution de la carrière est important. Et d'autre part, vous avez la compétition. Quand vous êtes aujourd'hui bac+5, vous faites des études scientifiques. Vous avez la possibilité de devenir ingénieur dans une entreprise privée qui va vous envoyer partout dans le monde et qui va vous permettre de changer 10 fois de métier. Mais le choix, il est vite fait, plutôt que d'enseigner. Donc il y a un vrai problème de compétition aujourd'hui entre le privé en particulier et le métier d'enseignant. Donc il y a tout un travail à faire pour la revalorisation du métier. C'est un travail de long terme, mais qui est absolument capital et qui passe par le salaire, mais pas que par le salaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Rodolphe, sur le fait de dire, si je me base sur ce que Alexis explique, qu'il faut absolument avoir une réflexion sur l'évolution professionnelle, peut-être aussi pour accélérer la progression dans la carrière? Alors non seulement accélérer la progression dans la carrière, mais aussi accélérer la progression de nos petits-enfants. Parce qu'il faut savoir qu'en parallèle de ça, finalement, on a un budget de l'éducation nationale qui est quand même très conséquent quand on le regarde aux autres pays de l'OCDE. Malheureusement, en bout de chaîne, on se rend compte que les enseignants sont quand même les moins bien lotis dans le classement, parce qu'ils sont 20% en dessous des autres. Et à côté de ça, dans les classements de performance, les fameux classements PISA, que ce soit sur les mathématiques ou sur on ne fait que perdre des places. On ne fait que perdre des places. Donc, en fait, on se rend bien compte que là, on a un problème structurel
pas exclusivement conjoncturelle. Oui, il faut absolument revaloriser ce que vous expliquez sur les carrières d'enseignants. En tant que chef d'entreprise, on voit qu'on a du mal, en effet, à recruter ce type de population avec des conditions quand même salariales et des perspectives qui sont un peu différentes quand même. Et bien là, en l'occurrence, il faut s'attaquer à ce sujet, mais il faut s'attaquer aussi au sujet de la performance. C'est-à-dire de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour que ces générations d'enfants qu'on envoie dans ce magnifique métier qu'est l'enseignement et l'éducation nationale puissent arriver à fabriquer des élèves qui, à la fin, puissent passer un baccalauréat avec un niveau en mathématiques satisfaisant, sachant parler anglais, alors peut-être pas bilingue, mais en tous les cas avec un niveau satisfaisant, au moins au niveau à la hauteur d'un pays de l'OCDE, de la 6e puissance Alors avec quand même mondiale. juste une chance extraordinaire en France, parce qu'on a un peu l'impression, enfin oui, on pense un peu en France que c'est normal que l'éducation soit gratuite pour tous, mais enfin pour avoir habité 10 ans à l'étranger et aux États-Unis et en Asie, où on n'a pas de crèche en dessous de 10 000 euros par an, on a quand même une chance extraordinaire. Oui, parce que justement, on a trop rabattu. Il faudrait qu'on arrête de dire que c'est gratuit, parce que de toute façon, c'est ceux qui payent des impôts qui financent l'éducation. Et on voit aujourd'hui que malgré tout, même si en France, effectivement, les écoles privées, c'est privé, c'est pas tout à fait privé, puisque c'est subventionné par l'État, mais on voit bien que néanmoins, on a des choix de plus en plus marqués dans certaines zones géographiques, pas partout, où effectivement, les familles envoient leurs enfants dans des structures privées pour avoir un meilleur suivi, en tout cas, de l'éducation de leurs enfants. Bon, en espérant que cette rentrée se passe le mieux finalement, possible. on finit par cultiver les inégalités. Exactement. Alors que c'est tout l'inverse qu'on cherche. On les creuse. Quelques minutes encore pour parler, il nous reste 3-4 minutes, l'héritage de Mikhail Gorbatchev, donc décédé hier soir à 91 ans. L'instigateur, donc cette fameuse perestroïka, ces réformes économiques et sociales qui, dixit ses détracteurs, ont accéléré la chute de l'URSS et détruit le statut de grande patrie, de grande puissance de leur patrie. Qu'est-ce que nous lègue Mikhail Gorbatchev pour vous, Alexis? C'est intéressant parce que le legs de Mikhail Gorbatchev, finalement, il est très différent si on regarde l'URSS, l'histoire de l'URSS du point de vue de l'Occident, et si on est russe. Pour l'Occident, c'est un héritage qui est considéré comme positif. Je vous rappelle, prix Nobel de la paix 1990, c'est évidemment la détente, c'est la fin de la guerre froide, c'est la fin de l'URSS, c'est une forme de dégel et finalement c'est la fin d'un grand empire qui était totalitaire. Donc pour nous, occidentaux, nous avons plutôt une vue positive sur l'héritage de Mikhail Gorbatchev. Et il incarne ce réformisme qui, régulièrement dans l'histoire russe, scande l'évolution du pays. On avait eu Pierre le Grand, on a eu Alexandre II au XIXe siècle. À d'autres moments, le pays se referme, devient plus nationaliste, plus panslaviste. Et finalement, 30 ans après la disparition de Mikhail Gorbatchev, on est exactement dans cette deuxième phase-là, dans ce retour de cette phase, c'est comme un balancier. Et pourquoi ? Parce que justement, la vision de cet héritage du point de vue russe, il est en revanche très négatif. Parce que d'abord, il est associé à l'effondrement de l'Empire, de l'URSS. Il est associé à un effondrement de l'économie qui avait sans doute commencé avant et qui s'est accéléré dans les années qui ont suivi le départ de Mikhail Gorbatchev. Et puis, il est aussi associé à des mesures qui ont parfois été très impopulaires, comme par exemple la prohibition de l'alcool. Oui. Rappelez-vous l'histoire des vodkas frelatés et tous ces morts épouvantables. Donc il y a finalement un héritage. Ces 6 ans passés au Kremlin ont été 6 années qui sont considérées comme très négatives par le peuple russe. D'ailleurs, il s'était représenté au présidentiel en 96, il avait fait moins de 1%, il avait fait 0,5%, donc c'était complètement insignifiant. Et donc aujourd'hui, cet héritage, selon que l'on est à l'Est ou à l'Ouest, on n'a pas la même vision. Et la réalité, c'est que la Russie d'aujourd'hui, elle s'explique, celle de Poutine, elle s'explique en partie par ce souvenir négatif laissé par l'effondrement de l'URSS. Et d'ailleurs, Poutine lui-même le disait au début de la guerre en Ukraine. Finalement, l'effondrement de l'URSS a été le pire événement de l'histoire, la grande tragédie géopolitique de l'histoire du pays. On a une grosse minute, Nathalie, allez-y, sur... Oui, je pense aussi qu'il n'a fait que confirmer, enfin je veux dire, il n'a pas joué de rôle majeur dans la transformation, il n'a fait qu'accompagner. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est arrivé, il a bien compris qu'en fait c'était terminé, qu'il y avait un mouvement de fond qui faisait que le communisme tel qu'il était, en tout cas, c'était terminé et que les populations n'étaient plus prêtes. On était au bout du modèle parce qu'il était absurde. 30 secondes. On disait à l'époque la chute du niveau de vie était un prix trop élevé pour l'avènement de la démocratie. C'était un peu l'idée en Russie, post-URSS. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est très juste cette logique-là, c'est que finalement, il n'a jamais voulu l'effondrement de l'Empire. Il a voulu accompagner un changement en conservant des positions historiques et en conservant au maximum son dispositif. À un moment, le système lui a échappé. Et à ce moment-là, quand il y a un phénomène d'emballement, il s'est retrouvé confronté à des
décision en disant le mur s'effondre, est-ce que j'envoie des chars ou est-ce que je laisse faire? Mécaniquement, elle n'a pas envoyé de chars. Mais on voit très bien que finalement, ça lui a échappé. Et le phénomène s'est accéléré au-delà de lui-même. Audrey? Oui, non, mais c'est vrai que justement pour illustrer ce que disait Alexis, en Europe en tout cas, on a un peu l'image de ce grand chef d'État qui a donné sa chance à la liberté d'expression, mais pour illustrer justement le désamour de son peuple, le dernier sondage qui a été fait sur sa cote de popularité en 2017 montrait que seulement 7% des personnes interrogées avaient du respect pour lui. Vous avez vu la froideur de l'hommage que lui a rendu Vladimir Poutine aujourd'hui, c'était chirurgical et froid au possible. Une interview, un court interview de sa part qui a été repris. En fait, on lui avait demandé en anglais comment est la situation à l'époque de l'URSS. En un mot, il a dit good. En deux mots, not good. Donc ça résume en fait la situation à laquelle il fait face. Voilà pour Mikhail Gorbatchev, donc décédé hier soir à l'âge de 91 ans. C'est terminé ce soir pour nos débats. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés nous voir. Rodolphe Bonas, le président d'Astrid Retail Technologies, Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School, et Alexis Karklins-Marché, associé du cabinet 8 Advisory. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés nous voir. Débats. À très vite pour d'autres aventures sur BFM Business. Puis on rappelle Audrey si on veut retrouver toutes nos interviews, tous nos débats, vous avez un QR code, tenez, qui va s'afficher ici. Vous le flashez. Et vous arrivez. Voilà, et le site internet évidemment, bfmbusiness.fr. Voilà, on se quitte quelques instants, le journal dans un instant, et puis c'est le patron d'Emeria, ex-Foncia, Philippe Sall. Philippe Sall qui sera avec nous dans quelques minutes. À tout de suite.